Bienvenue pour cette semaine de terrain à la station biologique de Havron. Donc, on a fait toute la partie introductive et théorique la semaine dernière. Et donc cette semaine, on va passer à la partie pratique sur le terrain. Donc, vous allez découvrir ce que sont les relations sol-végétation et comment, à partir de la végétation, on peut caractériser un sol et comment on peut décrire un sol. Et à ça, vous associerez une caractérisation physico-chimique du sol et également une analyse de la biodiversité de la faune du sol. Donc c'est ce qu'on va réaliser cette semaine sur 4 stations assez contrastées qui sont, donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, sur un site qui s'appelle la butte d'Havron, que vous avez en photo ici, donc, qui culmine à peu près à 120 mètres d'altitude. On part en fait des bords de Seine ici à une quarantaine de mètres d'altitude et le point culminant est là et on redescend un petit peu sur ce côté-là. Et en termes d'exposition, donc le sud-ouest est là, le nord-est est là, et donc tout ce qui est exposé au sud-ouest, on appelle ça l'Adré, et tout ce qui est exposé au nord-est, on appelle ça l'Ubac. Donc on va avoir une station à l'Adré et 3 stations en Ubac, avec des profils de sol différents et une végétation associée à ces types de sol qui va être complètement différente. Et donc tout ça est conditionné par la géologie du site. Je vous distribuerai, enfin je vous enverrai par mail un document qui vous décrit plus en détail la géologie du site, mais d'un point de vue géologique, si on fait une coupe transversale de cette butte, on va avoir ces différentes successions-là avec à la base ce qu'on appelle une couche d'alluvion et d'argile assez imperméable sur laquelle est reposée la Seine, qui va faire qu'on retrouve ici un sol plutôt calcaire, argileux et une station plutôt fraîche à humide. Sur ces argiles, on retrouve une couche de calcaire de champignons, puis de nouveau des argiles. On va faire une station à peu près à ce niveau-là également. Non, elle est un petit peu plus haut. Sur le calcaire de Brie qui surmonte les argiles, on va faire un point dans une chaîne écharmée, où là on va avoir un sol brun à brun lessivé, puis une 3e station, cette fois-ci sur la couche de sable de Fontainebleau. Donc là on change complètement de substrat, là on était sur un substrat plutôt basique, on va passer sur un substrat plutôt acide, avec encore une fois une végétation qui va être différente de ce qu'on a trouvé sur la station 3 et sur la station 4. Et ensuite on va passer à la station 1, donc c'est celle qui est exposée au sud-ouest, donc à l'Adré, alors que celles-ci sont nord-est à l'Ubac. Et là, on se retrouve sable de Fontainebleau, là c'est pas figuré, mais on retrouve là-dessus une couche de calcaire de Beauce avec des limons des plateaux au sommet. Et donc nous, on va se situer sur le calcaire de Beauce, la station 1, approximativement. Donc encore une fois, ici avec une association à la fois liée aux conditions microclimatiques exposées sud-ouest et au type de sol qui vont faire qu'on va avoir une végétation particulière. Donc si je les passe en revue rapidement, ces 3-4 stations. Donc la première, donc la Chênaie à chêne pubescent sur calcisol, donc celle qui se situe orientée sud-ouest. Donc là, vous allez rencontrer principalement des plantes calcicoles. Je vous mettrai en évidence celles qu'on peut considérer comme étant indicatrices, marqueurs de ce type de sol-là. Donc il y aura par exemple la germandrée petit chêne, le troène, et puis aussi des espèces qui sont marqueurs de cette exposition adrée, cette exposition sud-ouest ensoleillée, qui font qu'on a des conditions plutôt xérophiles, donc xérophile qui signifie plutôt adapté au milieu sec, avec notamment le chêne pubescent, la garance voyageuse. Alors la garance voyageuse, elle est vraiment en limite d'aire de répartition, c'est une espèce méditerranéenne qu'on trouve largement dans le sud de la France et dans la vallée du Rhône. Et ici, cette station est une des rares stations en Île-de-France où on peut trouver de la garance voyageuse. On ne la trouve pas tous les ans, on verra si on arrive à mettre la main dessus cette année. Et puis un carex, le carex humilis, qui est également adapté à des milieux secs. La deuxième station sur laquelle on va travailler, ça va être une Chênaie étrée, donc celle qui se situe sur les sables de Fontainebleau. Donc ce sera sur un podzosol. Augusto vous décrira bien évidemment précisément tous les sols, tous les horizons et toute la formation de ces différents sols.
Et là, de la même manière, on aura une végétation, cette fois-ci, non plus adaptée à des sols calcaires. Les sols calcaires sont plutôt basiques, mais adaptée à des sols type sable de Fontainebleau, donc beaucoup plus acides. On passe sur des pH à 4, 5, voire même parfois beaucoup plus bas. On peut être parfois à pH 3 sur le sable de Fontainebleau. Vous allez trouver de la conche fluctueuse, de la germandrée, cette fois-ci scorodra, non pas petit chêne comme sur la station précédente, et de la fougère aigle et du carex apilule, qui sont également des marqueurs de ce type de milieu-là, donc des espèces plutôt acidiphiles, adaptées à des milieux acides. Troisième station, donc on redescend vers la Seine petit à petit, hein, la Chênaie Charmey sur l'Unisol. Là, donc, on est à la jonction entre le calcaire de Brie et le sable de Fontainebleau, un tout petit peu le limon des plateaux également. On va avoir un pH qui va remonter, qui va redevenir un petit peu plus basique, puisqu'on se rapproche de la source de calcaire de Brie. Du fait de l'orientation nord-est, on a une forêt plutôt fraîche, contrairement à ce qu'on avait quand on était exposé sud-ouest. Et là, vous allez trouver une végétation typique des chênaies très fraîche, avec des anémones sylvie au niveau herbacé, du chèvrefeuille, et puis donc, des chênes, des charmes, quelques merisiers qui vont être présents sur cette station-là. Donc là, de la même manière, vous aurez une description par Augusto précise des profils pédologiques associés à cette station. Et puis enfin, on se retrouve complètement en bord de Seine, sur cette fois-ci une chênaie freinette, donc un milieu beaucoup plus frais, beaucoup plus humide puisqu'on est en bord de Seine. Donc là, on est sur un sol calcaire, on arrive sur la couche de calcaire de Champigny, avec des alluvions, des colluvions, et donc un pH de plus en plus basique, avec une végétation ici à la fois typique des sols plutôt riches, milieu mésotrophe, donc moyennement à plutôt riche, avec des essences comme le sureau, comme l'aubépine, d'un point de vue arbustif. On va retrouver du troène. Au niveau arboré, vous allez avoir le frêne, qui va être présent en grande quantité, des érables également, et puis au niveau herbacé, tout un ensemble de végétaux adaptés à ces sols frais, humides, mais également assez riches. Donc classiquement des orties, mais vous allez avoir aussi pas mal de mercurial, du lamier jaune et des espèces un peu marrantes comme l'ornithogale des Pyrénées, qui est l'asperge des bois, l'iris fétide ou des scolopendres, Asplenium scolopendrium, qui est une fougère qu'on trouve dans ce type de milieu-là. Donc voilà rapidement les 4 stations sur lesquelles on va travailler. On va les décrire beaucoup plus précisément une fois qu'on sera sur le terrain. Ce que je vais vous montrer à présent, c'est qu'est-ce que vous allez véritablement faire, vous, sur chacune des stations en termes d'analyse, de prélèvement et d'échantillons ramenés au laboratoire que vous analyserez ensuite. Alors, je vous l'ai dit, 4 stations différentes sur lesquelles on va s'intéresser à la végétation, à la litière et aussi au sol. Alors, si on regarde déjà le sol, donc vous aurez une description précise des profils pédologiques par Augusto et vous allez échantillonner un monolithe de sol. Chaque binôme ou trinôme va échantillonner un monolithe de sol sur lequel on va analyser déjà la diversité de la faune du sol. Donc vous allez prélever un monolithe qui va faire approximativement 20 par 20 par 20 d'épaisseur, et sur ce monolithe vous allez trier, identifier la macrofaune. Une fois que vous aurez ramené ce monolithe ici en salle, on va utiliser la technique du Berlez pour extraire la macrofaune du sol. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la technique du Berlez, c'est une technique où on va placer un échantillon de sol dans un entonnoir. Sous cet entonnoir, on va mettre un petit pot avec une solution d'alcool à 50%. Et au-dessus de l'entonnoir dans lequel vous aurez mis votre échantillon de sol que vous aurez préalablement pesé, on va mettre une lumière qui va chauffer la surface du sol, et cette lumière va également faire fuir toute la macrofaune qui va être présente en surface. Donc elle va rentrer dans le sol, descendre, et puis quand elle va arriver à la base de l'entonnoir, elle va tomber dans le petit pot en dessous. Donc c'est un moyen d'extraction de la macrofaune du sol
classiquement utilisés. Donc ça, vous allez le faire sur chaque station, pour chaque échantillon que vous allez faire. Comme vous allez être approximativement 5 ou 6 binômes ou trinômes, vous allez sur chaque station faire 5 points de prélèvement le long d'un transect. Donc si on a on va faire la zone du ciel, donc vous avez la Seine ici, le point 1, enfin ce sera la station 4, c'est la dernière qu'on fera, la station 3, la station 2 et la station 1, la première qu'on va faire, celle qui est exposée à droite. Donc sur chaque station, vous allez faire un transect qui va être parallèle à la pente et vous allez vous positionner chaque binôme trinôme sur ce transect. Et chaque point va correspondre à une répétition. Donc vous allez avoir 5 fois un prélèvement de sol, mais aussi 5 fois un prélèvement d'une tiers, on va y revenir juste après, 5 fois des analyses physico-chimiques. Donc cet aspect répétition va vous permettre aussi d'avoir une représentation de la variation spatiale sur votre station et vous pourrez aussi faire derrière tout ça des analyses statistiques avec des moyennes, des écarts types pour comparer chaque station pour chacune des variables que vous allez analyser. D'accord ? Donc, vous prélevez ce monolithe de sol, vous analysez la biodiversité avec la technique du Berlez, mais vous allez également alicoter du sol pour faire des analyses physico-chimiques. En termes d'analyse physico-chimique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le pH, la teneur en matière organique et l'azote du sol. Alors, le pH, on va extraire les ions H+ du sol avec une solution tampon de KCl, et puis on a des pH mètres à votre disposition pour mesurer le pH au sein de chaque station. Pour la matière organique du sol, vous allez prélever également un alicot de sol, on vous décrira le moment venu précisément chaque protocole. Prélever un alicot de sol et on va le passer au four à calcination pour brûler toute la matière organique présente dans le sol. Et donc par différence entre avant et après calcination, vous allez avoir le poids de matière organique qu'on avait dans notre sol. Il faudra juste penser à déduire l'eau du sol, qu'on estimera aussi sur un autre alicote, où on prendra 5 grammes de sol, qu'on passera non pas dans un four à calcination, mais dans une étuve pour faire évaporer toute l'eau présente dans le sol. Ok ? Donc ça, c'est l'ensemble des paramètres physico-chimiques. J'ai oublié l'azote. Et donc l'azote du sol, pareil, on extrait les éléments minéraux avec une solution tampon, et ensuite on fait un dosage colorimétrique. On a à disposition des spectromètres de Paillasse, des petits spectromètres, et il y a tout un protocole de réaction entre ce que vous extrayez avec votre solution tampon dans laquelle vous allez concentrer les éléments minéraux. Nous, on va s'intéresser particulièrement à l'azote, puisque l'azote est un élément essentiel à la qualité des sols, au fonctionnement des sols, mais aussi au fonctionnement des plantes. Donc on va doser le nitrate, le nitrite et l'ammonium, les 3 formes d'azote minéral qu'on peut trouver dans le sol par ces techniques colorimétriques avec différents petits réactifs. Donc voilà pour les paramètres physico-chimiques. Encore une fois, comme vous êtes 5 binômes, on aura 5 points par station et donc 5 répétitions au sein de chaque station en termes d'analyse des paramètres physico-chimiques. À présent, en ce qui concerne la végétation et la litière qui résulte de cette végétation. Alors, pour ce qui est de la végétation, il va falloir, autour de chaque point correspondant au positionnement de chaque binôme sur chaque station, inventorier la végétation. Alors, pour faire un inventaire de végétation, on a différentes possibilités. Nous, on va utiliser la technique de l'abondance dominante. Alors, la technique de l'abondance-dominance, ça utilise des coefficients de Braun-Blanquet. Normalement, ça doit vous dire quelque chose, je pense. Et on va utiliser ces coefs de Braun-Blanquet pour chaque strate de la végétation. Herbacée, arbustive, arborée. Donc, vous allez autour de votre point définir une aire de prospection. Alors, une aire minimale de prospection. En forêt, on considère que si on regarde le nombre d'espèces en fonction de l'aire qu'on prospecte, plus vous allez prospecter, plus vous allez trouver d'espèces jusqu'à atteindre un plateau. Et donc ça, c'est l'aire minimale de prospection.
En forêt, on considère que cette aire minimale, c'est 500 mètres carrés. Donc un carré de 10 mètres par 50. Vous allez être 5 binômes. Ce que je vous propose, c'est de faire 5 stations, 5 placettes au sein de chaque station de 100 mètres carrés. Donc chaque binôme va faire un carré de 10 mètres par 10 mètres. On aura ainsi 500 mètres carrés analysés sur chaque station. Et vous allez inventorier la végétation strate par strate et noter en fait chacune des essences que vous allez identifier avec le coefficient de Braun-Blanquet. Alors, Braun-Blanquet, comment ça marche? Pour rappel, on donne une note à l'espèce qu'on identifie de 0 à 5. Alors, 5, c'est... cette note, elle est attribuée relativement à l'abondance et au recouvrement de chaque essence au sein d'une strate. Donc, quand on donne la note 5 à une espèce, ça veut dire que plus de 75% de la surface prospectée est recouverte par cette essence. Plus de 75%. Quand on lui donne la note 4, c'est entre 50 et 75. Quand on lui donne la note 3, entre 25 et 50. Quand on lui donne la note 2, entre 10 et 25. La note 1, c'est 5 à 10. Et 0, non, 1 à 10. Et 0, c'est quand on a un individu isolé dans votre aire de prospection. Donc ça, c'est la notation de Braun-Blanquet. C'est l'indice d'abondance dominante. Ok, ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est ce que vous allez analyser sur place, sur le terrain, autour de votre point d'analyse. Alors, sur la végétation, ça c'était la végétation en place qu'on analyse sur le terrain. Vous allez également, en termes de végétation, récolter la litière. Alors, la litière, c'est le résultat de la chute des feuilles de l'automne précédent. Alors, en fonction de la biomasse de litière présente sur chaque station, ça va nous donner une idée de la vitesse de décomposition de cette litière-là, et donc de l'activité biologique du sol, mais aussi de la qualité nutritive de cette litière-là. Plus une litière va être riche, plus elle va se décomposer rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle une litière riche? C'est une litière principalement qui est riche en azote, et donc on va corréler finalement cette quantité de litière à la qualité de la litière. Plus vous allez avoir de biomasse de litière, moins elle va s'être décomposée rapidement, et donc cela signifie que c'est une litière d'une qualité moins intéressante, mais c'est corrélé aussi à l'activité biologique. La litière, elle est décomposée par quoi? Elle est découpée par des insectes et ensuite minéralisée par des micro-organismes, des bactéries, des champignons. Et donc, plus cette litière va être riche en azote, plus elle va être appétante pour les micro-organismes et plus elle va se décomposer rapidement. Et donc, moins sa masse, aujourd'hui, lors de votre analyse, va être importante. Donc vous allez, au-dessus du fameux monolithe de sol qu'on aura prélevé précédemment, prélever une surface de litière, la mettre en sac et bien fermer votre sac. Et une fois votre sac ramené en salle, on va peser la quantité de litière pour une unité de surface. Vous allez pouvoir ainsi exprimer une quantité de litière présente par mètre carré au sein de chaque station. D'accord ? Alors, sur cette même litière, on va s'intéresser aussi à la macrofaune. Donc, on s'est intéressé à la macrofaune du sol tout à l'heure. Là, on va s'intéresser à tout ce qui est organismes rampants, sautants, qu'on va trouver dans la litière même. Pour ça, il va falloir trier à l'œil en fait toute cette litière. Donc, vous allez verser votre litière dans un gros bac et à l'œil, vous allez prélever l'ensemble des petits individus que vous allez trouver dans votre litière et réaliser l'identification pour avoir une idée de la biodiversité de la litière. D'accord? Donc je pense que j'ai fait le tour sur la litière. Donc on a passé en revue finalement tout ce que vous allez avoir comme paramètres analysés, variables analysées sur chacune des stations pour caractériser chacune des stations. Vous allez donc formaliser toutes ces données dans un tableau Excel, bien propre, bien clair. On reviendra plus tard dans la semaine sur la formalisation de ces données-là pour pouvoir les analyser statistiquement ensuite.
On fera un tableau commun où tout le monde va pouvoir alimenter ce tableau de données au fur et à mesure tout au long de la semaine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être déjà aller sur le terrain, faire la caractérisation des profils pédologiques avec Augusto. Je vais vous présenter la végétation associée à chaque station en termes de différentes caractéristiques écologiques de chacune des espèces présentes sur chacune des stations. Et ensuite, à chaque station, vous ferez l'ensemble des prélèvements, des analyses, des prélèvements que je viens vous décrire. On fera ça aujourd'hui, je pense qu'on va faire 3 stations. Et demain matin, on fera la dernière station, celle qui est en bord de Seine, pour, à partir de demain après-midi, revenir ici et réaliser l'ensemble des analyses dont je vous ai parlé. On vous décrira précisément tous les protocoles au tableau pour que vous ne soyez pas perdus, mais là, je vous ai brossé un peu le portrait global de tout ce que vous allez faire cette semaine. Donc à partir de demain après-midi, analyse en salle des paramètres physico-chimiques, et tri de la macrofaune du sol et de la litière, et identification. J'ai oublié des choses sur la litière, ça me revient. Sur la litière aussi, vous allez identifier les essences végétales présentes dans votre litière pour avoir la proportion de chacune des essences de chaque station au sein de cette litière-là. Donc une station où on a du hêtre, du chêne, du châtaignier, bien dans votre litière, vous allez avoir des feuilles de hêtre, des feuilles de chêne, des feuilles de châtaignier. Vous allez pouvoir encore identifier parce qu'elles ne seront pas complètement décomposées. Il y en aura une partie qui sera trop fragmentée, trop découpée pour être identifiée là. On mettra ça dans une catégorie déchets. Mais vous aurez la proportion de chaque essence présente dans cette litière-là. Et vous ferez le poids des feuilles de chaque essence dans la litière. Et vous analyserez aussi sur chaque essence le pourcentage de pourriture blanche présent sur les feuilles. Alors, qu'est-ce que c'est le pourcentage de pourriture blanche? Un des principaux micro-organismes responsables de la décomposition des litières et des feuilles, ce sont les champignons. Et certains champignons vont se développer à la surface des feuilles et former un mycélium blanchâtre. Et donc ce pourcentage de pourriture blanche nous renseigne aussi sur la décomposabilité de la litière. Et donc on a une clé de détermination du pourcentage de pourriture blanche sur chaque feuille de chaque espèce. Et donc vous allez aussi passer par cette étape de description du pourcentage de pourriture blanche pour chacune des essences présentes dans votre litière. D'accord? Vous voyez, vous avez toute une fourchette de paramètres, à la fois descriptifs en termes d'essence végétale présente sur chaque station, présente dans la litière, de profil pédologique, mais également paramètres plus relatifs au fonctionnement de la station en termes de biomasse de litière, mais également de macrofaune présente. Et chaque individu de la macrofaune va avoir un rôle fonctionnel particulier. On vous renseignera aussi sur ces différents rôles fonctionnels de la macrofaune du sol pour que vous puissiez à la fois décrire vos stations d'un point de vue purement diversité, mais également décrire vos stations d'un point de vue fonctionnel et mettre en évidence des différences de diversité et de fonctionnalité entre chacune des stations que vous allez étudier. Et donc on a 4 stations qui sont quand même assez contrastées ici. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair? Cool. Bah parfait. La litière et la mettre aussi à l'étude, hein. La litière, oui aussi, on fait le poids frais, poids sec. Puisqu'on exprime ensuite le nombre de petites bêtes que vous allez sortir de la litière par kilo de litière sèche. Voilà. Ok, bah super, on va pouvoir aller sur le terrain. Là. Il y aura un wifi dans la salle, donc il y a les codes qui sont ici. Pas de wifi. Normalement, ça marche déjà. Alors en termes de consignes sanitaires, donc là on est tout